largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids élément. Question financière dans un premier temps, À votre parce que avis, derrière, il pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du salon Agrimax. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Rousseau. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de la FNSEA, à vos côtés Fabrice Couturier, président de la FRSEA Grand Est. Voilà. Bonjour. Merci d'être là. Arnaud, la première question, elle est pour vous. Ce mardi, il y a eu un vote à la Commission environnement du Parlement européen sur un rapport, on appelle ça le rapport Wiener, dans le cadre de la Commission sur SUR. Vous avez toujours dit que ce rapport était irréaliste, la FNSEA. Et pourtant, la France a voté pour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez un doute, aujourd'hui, vous en êtes sûr, le gouvernement, il ne va pas dans votre sens. Alors, je crois qu'il faut être précis. D'abord, ce n'est pas la France qui a voté pour, c'est des parlementaires français de la majorité qui, effectivement, dans le cadre de la commission environnement, et je veux être précis, ont voté pour ce rapport. Ça d'ailleurs, notre incompréhension, elle est double. Elle est d'abord parce que ça n'est pas la position de la commission, c'est moins 10 ans que la position de la commission, en tous les cas de notre point de vue. En tous les cas, ça va plus loin, avec des diminutions de produits phytosanitaires jusqu'à 65%, enfin des choses qui ne nous paraissent pas réalistes, déconnectées des réalités, hors sol. Et puis de l'autre, une vision de l'avenir qui ne correspond pas à celle que porte le ministre de l'Agriculture française quand en tous les cas il s'adresse à nous ou d'une manière générale qui s'exprime. Et donc ce que nous on dénonce, c'est le double discours. Moi je ne peux pas comprendre comme agriculteur, mais comme président de la FNSEA, ce double discours permanent. On est dans un moment où on sait qu'on devra faire mieux dans un temps relativement rapide. Le monde agricole est en transition et ce genre d'événement avec un vote d'un rapport qui n'a même pas fait l'objet d'une étude d'impact, nous paraît être plutôt un chiffon rouge qui va nuire à une progression raisonnée, rapide et comprise sur les enjeux de production et d'utilisation des produits phytosanitaires, et que finalement, moi je pense que ce rapport Wiener, ce sera voté encore une fois, ce sera contre-productif. Alors, si on parle du rapport IED, enfin de la mesure IED, est-ce que vous nous expliquez un petit peu l'enjeu derrière ? Alors, IED, c'est les émissions industrielles qui concernent l'élevage. Ça existait déjà dans la volaille et le porc, mais là, les bovins sont rentrés. Il y a une position qui a été prise par le Parlement. Et ce qu'on observe en ce moment, c'est que finalement, la Commission, avec l'accord d'un certain nombre de présidents de commission, essaye de revenir dessus. D'abord, ce qu'on dit nous, et on ne cesse de le répéter, c'est que l'élevage européen n'est pas un élevage industriel et qu'il suffit d'aller voir ce qui se passe partout sur la planète et que donc on ne peut pas imposer des contraintes de la norme plus. Par ailleurs, nos élevages sont suivis. Vous savez qu'un éleveur, il est obligé de suivre ses animaux, leur prophylaxie, tous les produits vétérinaires qui sont utilisés. Donc il ne faut pas laisser entendre que ça serait fait. Ça relève toujours de la même vision, c'est-à-dire qu'on considère que finalement l'agriculture européenne ne serait pas le bon modèle d'agriculture. Mais moi je redis, et je veux le dire à tous ceux qui écoutent cette émission, que l'agriculture européenne, singulièrement l'agriculture française, c'est une des agricultures les plus durables au monde. Certes, on peut progresser, certes, il y a encore des efforts à faire, mais cessons en permanence de donner le sentiment que finalement tout ça serait industriel, serait juste la main d'une espèce de libéralisme débridé. La réalité d'une exploitation d'élevage français, ça n'est pas celle-là, et il faut arrêter de mettre des contraintes administratives sur les éleveurs. Mais là, vous êtes suivi par le Parlement. Mais on a été suivi par le Parlement, mais encore une fois, après cette position du Parlement, puisqu'il y a eu un vote qui a eu lieu, on sent bien que les chefs d'État et de gouvernement, aidés par la Commission, aidés par un certain nombre de présidents de commissions du Parlement, voudraient bien essayer de contourner ce vote. Ça nous gêne sur le plan démocratique, mais ça nous gêne surtout sur la vision qui est portée. On redit, nous, que nos élevages sont des élevages à taille humaine et qu'il suffit de les comparer à ce qui se passe en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, pour se rendre compte que ça, finalement, ce n'est pas le cœur du débat. Le vrai cœur du débat, c'est comment on continue à attirer des talents dans ces métiers d'élevage. Ce qu'on voit ici dans ce salon, c'est des jeunes qui ont envie de faire ce métier. Il faut leur donner les capacités de le faire et il faut donner le revenu qui va en face et arrêter, encore une fois, la contrainte administrative qui n'est plus tenable. Alors c'est vrai qu'il y a ce double discours. Il y a des bonnes nouvelles ici dans le cadre du salon. C'est notamment ce que vous avez proposé par rapport à Ambition Élevage. Fabrice. Alors effectivement, tout est dans le programme. Ambition, c'est un programme effectivement très ambitieux qui vise à réconcilier des pratiques agricoles productives,
productive et à la fois très respectueuse de l'environnement. Pourquoi je dis que c'est un programme ambitieux? C'est qu'il peut remettre en cause certaines de nos pratiques ou certaines de nos habitudes de façon parfois assez profonde. Mais enfin, toutes nos habitudes sont faites finalement pour être changées. On a un soutien notamment de la région Grand Est qui est très très impliqué avec le réseau des chambres d'agriculture. Et en fait, le but est de soutenir, pour commencer, des fermes pilotes. 56, je crois, ou une cinquantaine? Une soixantaine sur ouais. l'ensemble de la grande région. Et le but est en fait de tester les nouvelles méthodes sur ces fermes, de les mettre à l'épreuve du terrain et de susciter l'envie chez les agriculteurs qui participent de divulguer, en fait, de répandre ce savoir et cette expérience. Et puis l'envie aux agriculteurs qui sont tout autour et qui vont regarder, de s'y intéresser et effectivement de voir dans quelle mesure ils peuvent chez eux reproduire tel ou tel schéma et de voir quel succès pour nous autres, bien sûr, cette méthode pourrait avoir. L'ambition, c'est 2000 éleveurs donc accompagnés, aidés, formés. Là, on a l'impression que tout le monde joue dans le même sens, hein, la région, la chambre d'agriculture, les professionnels. Et quand on regarde au niveau du gouvernement, quand on regarde au niveau européen, alors là, on n'a que des doubles discours. La jachère, vous aviez porté, Marc Fesneau avait dit qu'il porterait le message pour 2024. La Commission fait la sourde oreille? Oui, en tous les cas, nous, on porte ça depuis le départ, considérant que les 2 premières années, on avait eu des dérogations, dites dérogations Ukraine, qu'on ne peut pas considérer que la situation a changé, mais que réglementairement, le texte ne permet plus de dérogation, donc il faut le repasser en dur, si je puis dire, au vote du Parlement, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas la volonté de le faire, pour des raisons essentiellement politiciennes, je considère, parce qu'encore une fois, la situation en Ukraine n'a pas changé. Et que ça serait presque pire d'ailleurs, parce que les conflits vont se juxtaposer, enfin ça risque d'être compliqué. En tous les cas, c'est sûr que ça ne s'est pas amélioré. Et on peut le regretter. Et là encore une fois, je pense au peuple ukrainien en ce moment particulier. Mais pour en tous les cas les agriculteurs européens, c'est incompréhensible. J'ajoute par ailleurs que dans le cadre de la planification écologique, on nous dit qu'il faudra produire plus de biomasse parce que les besoins vont être plus importants. Et que pour équilibrer et boucler les chaînes, on aura besoin de regarder comment on peut produire plus de biomasse. Et comment vous expliquer à quelqu'un qu'il va mettre 4% des terres en non-production, même pas en jachère, non-production, hein, parce que sur la jachère, on pouvait faire parfois des cultures énergétiques. Là, il n'en est même pas question. Et le tout à un moment où les revenus sont en train de se crisper. Je trouve que ça n'est pas responsable. Je vois bien qu'en ce moment, la situation notamment de nos amis et collègues des pays de l'Est se situe plutôt autour de la problématique des importations incontrôlées de céréales ou d'oléagineux ukrainiens. Mais nous redisons que dans le moment dans lequel on est, se poser la question de le faire, c'est important. J'ajoute que derrière, il n'y a pas de volonté d'écarter la question de la biodiversité, qui est une question dont le monde agricole doit se saisir en responsabilité. Et qu'il nous semble qu'entre 0 et 4%, on peut trouver des voies médianes qui nous permettraient de continuer à produire, de faire attention à la biodiversité, peut-être de travailler des indicateurs qui nous permettent de mieux la restaurer ou en tous les cas d'arrêter de la détruire dans certains endroits. Mais tout ça nécessite encore une fois un esprit de responsabilité. Et ce blocage, on ne le comprend pas. Et comme d'habitude, ça va finir dans une espèce de tension ultime où au moment où on se rendra compte qu'on n'a plus assez et qu'il faut produire parce que, encore une fois, je le rappelle, les importations ont augmenté massivement en France depuis les 5 dernières années et tout ça ne nous paraît pas aller dans le bon sens. C'était la volonté de M. Timmermans, s'il n'est pas là. Si on veut conduire le Green Deal, peut-être que ça serait intéressant de se rechallenger sur le sujet. Alors, on va parler compétitivité. Les cours du blé ont diminué. Et certaines exploitations aujourd'hui sont au-dessus, enfin sont plus compétitives. L'origine russe est très compétitive. On a un véritable problème de compétitivité. Et le gouvernement remonte un certain nombre de taxes. Et ça vous énerve? Encore une fois, on se désole de l'écart. Moi, ce que j'observe, c'est d'abord la profession agricole a été proactive. Parce qu'on observe ce qui se passe en termes de défis climatiques, de défis écologiques, de défis environnementaux. Mais il y a une réalité d'entreprise. Une ferme, c'est une petite entreprise. Si l'agriculteur, si l'éleveur ne gagne pas sa vie, on peut raconter ce qu'on veut sur la transition écologique, on peut raconter ce qu'on veut sur les attentes sociétales, on ne sera pas au rendez-vous parce que quelqu'un qui ne gagne pas sa vie n'est pas en capacité de manœuvrer pour répondre à ces défis. Défis qui sont
avéré. Premier élément. Deuxièmement, on ne peut pas nous dire qu'on ne va pas augmenter les impôts de production. C'est ce que dit le gouvernement. On n'augmentera pas les impôts de production et augmenter la redevance pour pollution diffuse. Exactement. De Et l'irrigation aussi. Et l'eau, de 37 millions d'euros pour la redevance pollution diffuse, qui représente aujourd'hui 145 millions d'euros. Et on va faire plus 24%, excusez-moi du peu, juste 24% d'augmentation. Mais qui peut décemment accepter un tel traitement de l'agriculture? Nous, en tous les cas, il n'en est pas question. Sur l'eau, sur les redevances sur l'eau, là aussi, c'est un enjeu important. Et là aussi, on peut comprendre qu'à certains endroits, dans des conditions particulières, on augmente les redevances. Mais par exemple, pour cette agence de bassin ici, Rhin-Meuse, c'est des augmentations supérieures à 300%. Vous m'entendez bien, Jean-Paul? 300%. Mais qui peut accepter une augmentation de 300%? Alors on nous explique qu'on nous donnera plus que ce qu'on va nous prendre. Enfin, ce discours n'est pas... L'État a besoin d'argent, tout simplement. Oui, mais là encore, l'État a besoin d'argent et que l'agriculture, au même titre que tous les secteurs d'activité, contribue. On peut l'entendre. On est citoyen français, on bénéficie du modèle français social, d'un pays qui est empreint de solidarité. Voilà, tout ça, on peut le comprendre. Mais enfin, soyons sérieux. Qui accepterait de voir ces taxes et ces impôts augmenter de 24% pour les RPD ou 300% ici dans cette agence de bassin? Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas tenable. Et donc l'idée, c'est pas de dire on veut rien, on est conservateur, on veut pas bouger. L'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut juste faire des choses qui sont gradées, qui sont construites dans le temps et surtout qui n'insultent pas l'avenir. Parce que quand vous faites ça, c'est ni plus ni moins que de la fiscalité punitive. Or, on sait depuis longtemps que ce n'est pas possible. Donc, on continue à bosser sur ce sujet. Je pourrais dire aussi que, par exemple, quand on augmente la fiscalité territoriale, la TFNB, la taxe sur le foncier non bâti pour les communes, mais qu'on ne met pas le même niveau d'augmentation pour les chambres d'agriculture qui sont demain les garantes, je vais dire, de la déclinaison, du transfert du savoir technique dans les exploitations, alors qu'il y a un gros travail à faire sur ce sujet, c'est pas compréhensible. Donc vous voyez, on n'est pas en train de dire on veut rien, on dit simplement est-ce qu'on peut être raisonnable et responsable et surtout être cohérent entre les paroles et les actes. Fabrice, l'analyse des chiffres du RICA est tombée de 2021, donc on y voit un peu clair, notamment ça permet de comparer entre les pays. Qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît que la charge terre est bien moins importante en France que dans d'autres pays, ça c'est un point positif. L'endettement par contre est bien supérieur, et ça c'est un point faible. L'endettement des exploitations. Alors, il faut comparer ce qui est comparable et en termes d'endettement, de structure d'exploitation, de prix de la terre, il y a tellement de variables et de contextes différents, rien qu'avec nos voisins proches, qu'il est difficile de faire des comparaisons dignes de ce nom. On est sur un marché commun, la tonne de blé que l'on vend, qui a des normes techniques et technologiques, c'est la même pour tout le monde. Moi, ce que j'observe, c'est que sans avoir une connaissance très approfondie, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste de ce qui se passe chez nos voisins, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, en tout cas très souvent, quand il nous semble qu'un voisin a une difficulté ou un point faible, il est compensé au moins en partie par certaines mesures. En fait, c'est ce qui se passe en France également. Donc je pense qu'on n'a pas trop à avoir peur finalement de nos voisins directs, même si moi je fais partie de ceux qui appellent de mes voeux une véritable harmonisation européenne. Je trouve quand même curieux qu'après des décennies, on n'ait pas un SMIC harmonisé d'un bout à l'autre de l'Europe, qu'on n'ait pas les mêmes charges sociales, le même système. On devrait avoir quand même une trame commune beaucoup plus vaste et on aurait une bien meilleure lisibilité et je pense aussi un attachement plus profond des gens au système européen, bien qu'il le soit, mais enfin, ça serait un gage de pérennité. Voilà. J'attire quand même votre attention sur le fait que, effectivement, et tout à l'heure il en était question, avec nos concurrents extra-européens, on a quand même un gros problème de compétitivité avec des différences de charges, des différences de régimes sociaux, etc., qui font qu'on a une concurrence qui n'est pas tenable, hein, notamment avec des pays d'Europe de l'Est. Et on n'a pas abordé le principe des clauses miroirs. C'est quelque chose qui est fondamental si on veut demain avoir un système agricole français qui est pluriel, avec des exploitations de polyculture élevage, des exploitations de tailles diverses, qui répondent à l'impératif de souveraineté alimentaire, à l'impératif de respect de l'environnement, au respect des ressources qu'on doit partager avec l'ensemble de la société, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps qu'on puisse demain continuer à avoir une activité économique en étant debout
et avoir des systèmes robustes par rapport à ses concurrents. Alors parlons-en justement des clauses miroirs. Il y a un accord dont beaucoup de personnes parlent actuellement, c'est l'accord entre l'Europe et l'Australie. C'est clair, on va importer la viande? Encore plus? Écoutez, d'abord Australie et puis Nouvelle-Zélande, hein, ce matin, là, c'est le sujet de la matinée. Là aussi, je voudrais être précis. Quand on fait de l'agriculture, on commerce. Et donc, il n'est pas question d'une forme de repli sur soi ou de protectionnisme. En agriculture, on a des intérêts offensifs ou défensifs. En offensif, ça peut être les vins et spiritueux, ça peut être les céréales, ça peut être les produits laitiers transformés. Et, voilà. Et en défensif, c'est souvent la viande. Nous, ce qu'on veut, c'est la réciprocité. Et donc, il ne s'agit pas de dire on ne veut pas commercer, on veut se replier sur nous. Il s'agit de dire on ne peut pas imposer à la production d'élevage française des normes et des contraintes qu'on lève quand il s'agit d'importer des produits d'ailleurs. Et donc, que ce soit le Mercosur, que ce soit l'Australie, que ce soit la Nouvelle-Zélande, le sujet, c'est les réciprocités. Et puis la deuxième chose, indépendamment, parce qu'il y a aussi des pays qui travaillent bien, la deuxième chose, c'est est-ce qu'on privilégie la production européenne et singulièrement française, ou est-ce qu'on apporte? Ce qui nous gêne, c'est que très régulièrement, l'agriculture, c'est un peu la marge de négo versus l'industrie, l'aviation, l'armement et d'autres secteurs d'activité. Et donc là, nous, on dit, maintenant, ça suffit. Je prends l'exemple de la viande bovine. On consomme 1,5 million de tonnes de viande bovine en France dans les 5 dernières années. Ce chiffre est assez stable, même s'il y a une petite baisse dans les quelques derniers mois. On a baissé de manière importante notre production en France. On en importe 400 000 tonnes. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut diminuer la production chez nous, éloigner les éleveurs de la production, finalement abandonner les territoires, les prairies, la biodiversité qui est là présente, le levier carbone, pour aller chercher de la viande ailleurs qui, dans bien des cas, ne correspond pas à ça. C'est ça qu'on décrit. Et donc le sujet, là encore, c'est pas on veut pas d'importation. On trouve que les quotas sont beaucoup trop élevés. Quand on parle de 150 000 tonnes d'agneaux néo-zélandais et australiens, voilà, quand on parle de 99 000 tonnes de viande bovine brésilienne, oui, ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'il y a un moment, on ne peut pas simplement dire on va rentrer tout ça. Alors, pas en France, en Europe d'une manière générale. Il faut qu'on ait une forme de réciprocité. Moi, je demande aux journalistes qui travaillent sur ces sujets d'aller voir comment c'est produit et de regarder et d'informer le consommateur. Et encore une fois, s'il y a des quotas raisonnables, on parle de quotas à droit nul. C'est même pas des quotas abaissés, c'est à droit nul. Voilà, donc il faut qu'on soit... Double discours, incohérence, parce qu'on devait être souverain, enfin tout le monde avait mis la souveraineté en avant, c'est fini, c'est passé. Réel politique, parce que encore une fois, il n'y a pas que l'agriculture, et que ça nous renvoie aussi peut-être le fait que l'agriculture n'est pas aussi défendue que d'autres secteurs d'activité. Et je le dis, on peut avoir des intérêts offensifs et défensifs, donc la position de la FNSEA, ça reste une position équilibrée. Simplement, quand on parle d'ovins, on ne peut pas faire tous les efforts qu'on a fait en Europe sur les ovins et singulièrement en France qui est un pays important et avoir d'un côté le loup, parce que ça c'est un sujet aussi qui nous occupe tous les jours, et de l'autre côté dire c'est pas un problème, on va importer de la viande bovine à droit nul. Enfin, ou alors on dit on veut plus d'élevage ovin en France, on fait ce qu'il faut, on indemnise, on restructure, et puis voilà, mais personne ne tient ce discours. Et donc cette espèce d'ambivalence permanente, elle n'est plus tenable, elle n'est plus supportable. Deux petites questions pour finir, puisqu'on arrive au terme de cette émission. Fabrice Couturier, on sent qu'il y a une énergie au niveau local, ça c'est clair. On a vu par contre que des fois il était entravé par un manque de rapidité d'évolution du cadre législatif, par exemple les appels d'offres. Le président du conseil départemental, hier, a alerté sur le fait en disant « je pourrais acheter beaucoup plus local si j'avais le droit ». Alors c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. En fait, ce sont des problèmes simples, mais avec une application sur le terrain qui tout de suite s'avère extrêmement compliquée. Je vous avoue que le premier handicap qu'on a en agriculture, c'est déjà nous-mêmes. On a l'art souvent, en agriculture, de se poser des barrières. Bon, il faut se poser des questions, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. On attend de nous effectivement que demain, on rende des services à la société tels que la production d'énergie, un service parmi d'autres. On est tout à fait en capacité de le faire, et avec un impact très positif sur l'environnement et sur les trésoreries de nos exploitations. Donc c'est parfait. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que dès lors qu'on travaille ou qu'on veut travailler avec des collectivités, même s'il y a une volonté politique qui est affirmée et même si tous les voyants sont ouverts, on a, et c'est aussi un problème français sans doute, une inertie du système qui fait que entre le moment où on exprime un besoin, le moment où on fait l'inventaire de nos avantages, de nos atouts pour y répondre, on monte un projet et on le mène à bien, je ne vais pas dire qu'il se passe une vie, mais il se passe un temps suffisamment long
pour que soit parfois les gens se découragent, abandonnent le projet, soit on est aussi parfois des détracteurs, des gens qui sont contre, pour des raisons plus ou moins fondées, peuvent mettre le projet à mal et finalement il est abandonné aussi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Moi je souhaite que déjà les politiques affirment leur volonté, mais surtout qu'elle soit suivie de fait. Et tout à l'heure Arnaud a bien parlé de la différence qu'il y a entre l'intention et l'acte. C'est quelque chose qu'on remarque souvent. Et puis effectivement, au niveau administratif, on pourrait faire parfois un peu plus simple en France. Et ça ne coûtera pas très cher. Toute dernière question, Arnaud. Hier a été dévoilée donc la nouvelle version, la énième version du décret donc, par rapport à la loi d'accélération des énergies renouvelables. Ce décret qui va fixer à peu près les conditions d'application des terres pour l'agrivoltaïsme. Il vous satisfait ou pas? Les jeunes agriculteurs ont réagi assez violemment en disant « nous, le taux de couverture ne nous satisfait pas ». Oui, d'abord c'est un projet de décret, hein. On est encore dans le projet. Donc nous on considère qu'un projet c'est fait pour être amendé et continuer à travailler. Il y a eu des améliorations, il y a encore des choses effectivement, notamment ce sujet qui nous questionne. On va continuer à travailler avec Madame Pannier-Runacher, la ministre en charge de ce sujet, pour continuer à améliorer les choses. On a déjà bien progressé. Nous ce qu'on voudrait c'est que ce décret on le finalise assez vite pour le sortir, parce qu'il nous paraît important maintenant qu'après tout le travail qui a été fait, on arrive à concrétiser les choses. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'intérêts qui travaillent derrière ce sujet. Bon, on va continuer à faire des remarques. Je le dis, il faut rester équilibré sur ce sujet. Mais effectivement, les taux de couverture sont encore à discuter. On peut espérer l'avoir avant la fin de l'année? Nous, on le souhaite ardemment. Parce qu'il y a un goulot d'étranglement là au niveau des commissions. Alors, il y a un goulot d'étranglement. C'est aussi pour ça qu'on a demandé que les CDPENAF puissent disposer d'un temps un peu plus long parce qu'il y aura mécaniquement besoin d'avaler le stock avant de travailler le flux. Mais encore une fois, je veux souligner le travail qui a été fait. Il y a quand même un certain nombre de choses qui vont dans le sens de la profession, qu'on porte avec les JA depuis longtemps. Il reste quelques irritants, il faut qu'on les règle. Bon, on avance et on approche certainement. Arnaud Rousseau, Fabrice Couturier, merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau de TV Agri dans le cadre d'Agrimax. Et puis, merci à vous. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare.